Félicitations, après plusieurs CDD chez nous, nous avons décidé de t'embaucher en CDI. Bravo. Je vous remercie sincèrement pour cette proposition, patron, et c'est avec grand plaisir que je l'accepte. Nous allons éditer le contrat et te l'envoyer par mail. Quelques jours plus tard. Patron? Oui? J'ai bien reçu mes documents et mon contrat de travail. Ah bah génial. Ceci dit, j'aimerais aborder avec vous un point hyper important. Je t'écoute. En fait, je viens de recevoir mon dernier salaire lié à mon précédent CDD et donc, il manque l'indemnité de fin de contrat. Ah, ce n'est pas grave, je vais te le réexpliquer. En fait, lorsque le CDD se poursuit en CDI, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due. C'est l'article L 1243-8 du Code du travail. On part du principe qu'il y a une continuité de l'emploi, ce qui réduit par la même occasion la précarité de l'emploi, etc. Get ça. Monsieur, je suis d'accord avec vous sur certains points, mais il y a un petit problème. Entre mon CDD et mon CDI, mon contrat s'est interrompu de quelques jours. Et donc l'indemnité de fin de contrat est due, puisque s'il y a une interruption même d'une seule journée entre le CDD et le CDI, la prime doit être bel et bien versée. Purée, il m'a cramé. Tiens, ton indemnité. Mais faut pas le dire aux autres, ça. J'en ai 43 qui sont dans le même cas que toi. Attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à ma stack. Elle est diplômée d'un bac+5 en finance. France Travail lui propose un emploi de Père Noël. Alors celle-là, elle est belle. À Reims, c'est une jeune femme de 23 ans, fraîchement diplômée d'un master en monnaie, banque, finance, assurance. Pensait décrocher son premier emploi dans le monde de la finance. Mais France Travail, lui, visiblement, a vu les choses autrement. En se connectant sur la plateforme, la jeune Rémoise découvre une suggestion d'offre pour un poste de Père Noël. Un CDD de 28 heures par semaine, du 1er décembre au 24 décembre, payé entre 11 et 14 euros brut de l'heure. Une proposition complètement à côté de la plaque, surtout quand on sait qu'elle mesure 1,60 m et n'a aucune expérience dans l'animation. Sa mère n'a pas mâché ses mots, je cite, « On marche sur la tête, 5 ans d'études dans la banque pour finir avec une offre de Père Noël, ça ne me fait pas rire. » Elle dénonce surtout un accompagnement inadapté pour les jeunes diplômés et appelle à repenser la manière dont France Travail oriente les candidats. De son côté, France Travail se défend et précise qu'aucun conseiller n'a envoyé cette offre. Il s'agit d'une suggestion automatique générée par l'algorithme du site. Bref, une histoire révélatrice d'un vrai problème de fond, la déconnexion entre les outils automatisés et la réalité du marché du travail. Abonne-toi. Aura-t-on bientôt des rames ou des bus 100% réservés aux femmes? Le débat refait surface face à la montée des agressions et du harcèlement que subissent les femmes dans les transports en commun. Pour répondre à ce problème, certains proposent de créer des espaces uniquement réservés aux femmes afin qu'elles puissent se déplacer en toute sécurité, surtout le soir. C'est le cas du réseau Athéna, un projet lancé à Toulon par Anna Margot Ledoussal, qui propose des navettes 100% féminines pour protéger les femmes dans leur trajet quotidien. Des initiatives similaires existent déjà à l'international. Au Japon, depuis les années 2000, certains wagons sont réservés aux femmes pour lutter contre le harcèlement dans le métro. Pareil en Inde et au Brésil. Ces mesures sont souvent limitées à certaines plages horaires, mais elles visent toutes à prévenir les agressions et à renforcer le sentiment de sécurité. Cependant, le débat reste ouvert, certains y voient un signal fort pour protéger les victimes, d'autres un aveu d'échec de la société à résoudre le problème autrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les rames 100% réservées aux femmes seraient une solution face au harcèlement dans les transports? Voici toutes les annonces du gouvernement dans le cadre de la présentation du budget 2026. C'est très chaud, tout le monde va payer l'addition. L'une des mesures les plus symboliques est la suppression de 2 jours fériés. François Bayrou a frappé très fort. Face à une dette jugée hors de contrôle, le Premier ministre a dévoilé un plan d'austérité massif avec pour objectif économiser 43,8 milliards d'euros dès 2026. Voici donc toutes les annonces. D'abord, suppression de 2 jours fériés. François Bayrou propose de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai. Pour relancer la production, il faut travailler plus, a dit François Bayrou. 2 jours fériés pourraient donc disparaître. Le mois de mai est visé, car selon le Premier ministre, c'est un mois de vacances déguisé, un frein à la croissance. Le gain pour l'État est estimé à 4 milliards d'euros par an. Bref, du jamais vu en France. Autre annonce, 2026, une année blanche. Autrement dit, tout est gelé. Pas de revalorisation des retraites, ni des aides sociales, ni du barème des impôts sur le revenu. Et ça, c'est vicieux, puisque si l'inflation augmente, eh bien, tu perds de l'argent. Donc en réalité, c'est un impôt déguisé. Autre annonce, du côté de la santé, on rembourse moins, on contrôle plus. Franchise médicale doublée à 100 euros. Il y aura moins de remboursement pour les médicaments sans lien avec une ALD. La chasse aux arrêts maladie jugée abusif. Bayrou évoque 50% d'arrêts de plus de 18 mois comme étant
discutable. L'objectif, c'est de faire 5 milliards d'euros d'économies sur ce volet santé dès 2026. Autre annonce, l'État ne sera plus le seul à faire des efforts. Les collectivités seront donc mises au régime sec. Villes, départements, régions devront rendre 5,3 milliards d'euros. Traduction, moins de crèches, moins de transports, moins d'infrastructures. 3000 suppressions de postes dans la fonction publique, fermeture des agences improductives. Tous les ministères seront mis à contribution sans exception. Autre annonce, pour les retraités, fin de l'abattement fiscal de 10%. L'abattement de 10% sur les pensions disparaît. En place, on aura une déduction plutôt de 2000 euros pour tous les Français. Côté assurance chômage, il y aura de nouvelles réformes en route, avec de nouvelles concertations et un durcissement probable. Et enfin, une nouvelle taxe sur les petits colis. Bayrou annonce une taxe sur les colis de moins de 150 euros, souvent issus de plateformes chinoises comme Shein ou encore Temu. L'objectif est de protéger le commerce local et les circuits courts. Bref, certains estiment que c'est l'un des plans d'austérité les plus durs depuis 20 ans. Le RN et la gauche préparent d'ores et déjà une motion de censure pour tenter de faire chuter le gouvernement. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Abonnez-vous, je vous tiens informé. Voici toutes les annonces du gouvernement dans le cadre du budget 2026. La mesure phare est la suspension temporaire de la réforme des retraites, mais ce n'est pas la seule. D'autres mesures vont impacter directement votre quotidien. Le gouvernement a présenté son budget 2026 et la grande annonce est que la réforme des retraites de 2023 a été mise sur pause jusqu'à la présidentielle de 2027, voire jusqu'en 2028. Concrètement, cela signifie que l'âge légal de départ restera bloqué à 62 ans et 9 mois et n'augmentera pas progressivement jusqu'à 64 ans, comme prévu initialement. Le trimestre à valider pour une retraite à taux plein reste donc à 70. Cette suspension concernera 3 500 000 Français et coûtera près de 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027. Côté santé, plus de reste à charge pour plus d'économies. Le gouvernement veut faire 7,1 milliards d'euros d'économies pour limiter la progression des dépenses de santé à 1,6%. Pour atteindre cet objectif, plusieurs leviers sont actionnés, comme la réduction des arrêts maladie, la maîtrise du prix des médicaments, ou encore le transfert de certaines dépenses aux mutuelles. Mais la mesure qui va le plus vous impacter concerne les franchises médicales et les participations forfaitaires qui vont doubler. Par exemple, la franchise sur les médicaments passera de 50 centimes à 1 euro par boîte. Donc si vous achetez 5 boîtes, vous payerez 5 euros au lieu de 2,50 euros. Les consultations et examens médicaux verront leur franchise doubler, de même pour les transports sanitaires, augmentant ainsi le reste à charge pour certains patients. Selon le Haut Conseil des finances publiques, cette mesure rapportera 2,3 milliards d'euros à l'État. Mauvaise nouvelle pour les auto-entrepreneurs. Le gouvernement maintient la réforme controversée des seuils de franchise de TVA. Le seuil commun d'exonération sera fixé à 37 500 euros pour les activités commerciales, alors qu'avant il était à 85 000 euros, avec un seuil spécifique de 25 000 euros pour le bâtiment. Conséquence, des milliers d'auto-entrepreneurs pourraient donc devenir assujettis à la TVA et perdre en compétitivité. Dans le registre fiscalité, le barème de l'impôt sur le revenu sera gelé, donc il ne tiendra pas compte de l'inflation. Ce qui signifie que si votre salaire augmente légèrement, vous pourriez payer plus d'impôts sans nécessairement gagner plus. Autre mesure, hausse d'impôts ciblée sur les hauts revenus et les grandes entreprises. Les grandes entreprises devront verser une contribution exceptionnelle sur les bénéfices, 4 milliards d'euros attendus. Le gouvernement veut également taxer les holdings patrimoniales pour éviter la thésaurisation des revenus. Et enfin, la contribution sur les hauts revenus sera prolongée pour s'appliquer aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour un couple, avec un taux minimum de 20%. Retraite et prestations sociales gelées. En 2026, aucune revalorisation des retraites de base ni des prestations sociales comme les allocations familiales n'est prévue. Par ailleurs, l'abattement de 10% sur les retraites sera remplacé par un abattement forfaitaire de 2 000 euros. Ça améliore légèrement la situation des couples modestes, mais ça fera payer davantage les retraités plus aisés. L'économie totale pour l'État est estimée à 3,6 milliards d'euros. Enfin, pour réduire le déficit public à 4,7% du PIB, le gouvernement prévoit de supprimer 3 000 postes publics, principalement au sein des agences et opérateurs de l'État. Bref, on suit ça de près, abonnez-vous, je vous tiens informé. Demain, mardi 9 décembre, l'Assemblée nationale va voter le budget de la sécurité sociale, un moment clé pour le financement de l'État et le vote s'annonce d'ores et déjà très serré. Si le budget est rejeté, cela signifie que la procédure est bloquée, le texte ne peut pas être appliqué et le gouvernement se retrouve face à un vrai casse-tête pour financer la sécurité sociale avant la fin de l'année. Que va-t-il se passer en cas de rejet? Plusieurs options se présentent au gouvernement, mais aucune n'est simple. Classiquement, il pourrait utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que le Premier ministre
peut faire adopter un projet de loi sans un vote de l'Assemblée. Mais Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas y recourir. Autre possibilité, le recours aux ordonnances, mais elles ne peuvent être utilisées que si le Parlement n'a pas rejeté définitivement le texte. Or, le rejet rend la voie impossible. Une loi spéciale figure également parmi les possibilités, mais ce n'est pas un vrai budget, c'est juste une solution temporaire pour éviter un blocage complet et garantir temporairement les financements. Bref, vous voyez qu'on est véritablement dans une crise institutionnelle. Reste l'article 45 de la Constitution. Cet article permet au gouvernement de demander à l'Assemblée de statuer définitivement si la commission mixte paritaire échoue. En gros, la commission mixte paritaire est un groupe de députés et de sénateurs chargés de trouver un accord lorsque l'Assemblée et le Sénat ne s'entendent pas sur un texte. Concrètement, l'Assemblée reprend le dernier texte voté, y ajoute les amendements du Sénat et quelques ajustements techniques, puis vote une bonne fois pour toutes. Mais il existe une ambiguïté juridique sur l'interprétation du texte. Certains juristes estiment que le texte doit avoir été adopté, d'autres que le simple fait qu'il ait été mis aux voix suffit. En tout cas, si l'article 45 s'applique, le gouvernement peut sauver le budget, sinon il faudrait relancer toute la navette parlementaire. Une procédure trop longue pour tenir avant le 31 décembre, date limite pour que le budget de la sécurité sociale soit adopté et applicable pour l'année suivante. Bref, c'est un moment crucial, je vous tiens informé, abonnez-vous pour ne rien rater.